À la une de l'actualité, la rencontre de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, avec les chefs de Gagnoa. Les fils du département ont réitéré leur invitation au président de l'Assemblée nationale lors de leur récente rencontre à Yamoussoukro. Plus de 800 nouveaux cadres issus de l'école normale supérieure vont intégrer le système éducatif après 2 ans de formation. Ils vont réduire le déficit en personnel éducatif dès la rentrée prochaine. Ils ont effectué la sortie officielle de l'école ce mercredi. Et puis la nuit du destin, c'est pour le samedi prochain. Partout en Côte d'Ivoire, le COSIM, Conseil supérieur des imams, a décidé de placer la célébration sous le signe de la promotion des valeurs morales et spirituelles. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Commençons ce journal par cette information, par cette rencontre entre Guillaume Soro et les chefs du département de Gagnoa sur fond d'invitation. Le président de l'Assemblée nationale a échangé avec les chefs à l'hôtel parlementaire Yamoussoukro. Victorien Angwa nous fait le point de cette rencontre. Les chefs traditionnels de Gagnoa sont venus réitérer leur invitation au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. L'inauguration du siège provisoire de leur organisation et la pose de la première pierre du bâtiment définitif est un prétexte, déclare le président du conseil des chefs du département de Gagnoa. Pour lui, cela procède de la diplomatie coutumière pour résoudre les problèmes de l'heure. Aujourd'hui, les problèmes de la société ivoirienne sont, entre autres, l'emprisonnement de notre fils Laurent Gbagbo à La Haye, la détention de plusieurs fils du pays, dont certains sont originaires du département de Gagnoa, l'exil de beaucoup d'autres. Nul ne peut prétendre plus que nous se préoccuper de tous ces problèmes. Garant de la protection des populations dans les villages, nous avons conscience que c'est notre devoir d'aller vers les autorités de la Côte d'Ivoire que vous incarnez. En votre qualité de deuxième personnalité du pays, les chefs de village du département de Gagnoa voudraient vous prier d'intercéder auprès du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour qu'il ait une attention bienveillante et fraternelle sur les problèmes que nous venons d'évoquer. En réponse, le président de l'Assemblée nationale s'est voulu rassurant. Je suis là donc pour confirmer que j'irai à Gagnoa, et ce, le 15 août, j'irai à Gagnoa, parler avec les chefs, parler avec les jeunes, les femmes, les populations de Gagnoa. Les chefs ont évoqué des problèmes liés à la crise post-électorale. Je leur ai donné ma parole et promis que je transmettrai fidèlement toutes les doléances qu'ils ont soumises, n'est-ce pas, au président de la République. Le président de l'Assemblée nationale salue la diplomatie coutumière, empreinte d'humilité et de sagesse. Guillaume Soro exprime sa satisfaction et affirme qu'aller à Gagnoa vise un objectif, réconcilier les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le PNCS, Programme national de cohésion sociale, recherche 7 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son programme d'activité. Une délégation de la Banque africaine de développement BAD a rencontré ce mercredi les responsables de la structure. La délégation de la BAD a souligné que l'institution est disposée à accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de réconciliation et de cohésion sociale. Reportage Emmanuel. 7 milliards de francs CFA, c'est ce dont a besoin le Programme national de cohésion sociale PNCS sur la période 2012-2015 pour la mise en œuvre de sa mission. Sur cette somme à mobiliser, l'État contribue à hauteur de 20%. Les 80% doivent être recherchés par le Programme national de cohésion sociale auprès des partenaires au développement, d'où la présence de cette délégation de la Banque africaine de développement BAD dans ses locaux. Donc la Banque africaine de développement est venue voir un peu ce que nous avons comme projet et qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme projet à financer. Parmi nos projets, c'est la réparation des victimes, parce qu'il y a plusieurs types de victimes. Il y a des victimes au niveau communautaire, c'est-à-dire les centres socio-éducatifs, les foyers et tout ça, mais il y a des victimes individuelles, dont les entrepreneurs qui ont perdu des biens
comment les prendre en compte, parce que la cohésion sociale, c'est les individus, mais c'est également les personnes morales. Seulement pour l'année 2013, le programme national de cohésion sociale a besoin de 4 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement s'est dit prête à l'accompagner pour le financement de certains projets, notamment le renforcement des capacités des médias et le rapprochement entre forces républicaines de Côte d'Ivoire et population. Ce programme mis en place par l'État en 2012 a effectivement débuté ses activités en mai 2013. Ses missions principales, coordonner toutes les actions gouvernementales et des autres acteurs en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale, contribuer à la réduction des conflits, des nombreuses tensions et violences et appuyer les efforts de réhabilitation sociale des communautés. La troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso qui a pris fin hier dans la capitale politique ivoirienne est un modèle parfait d'intégration. Les décisions et recommandations permettront aux deux pays de travailler pour le bien-être de leur population. Adama Kone nous fait une analyse de cette coopération. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont déterminés à offrir à l'Afrique un autre modèle d'intégration. Le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays est en réalité une micro-intégration au regard des grands regroupements régionaux. Une telle approche interpelle tout analyste économique. S'il est admis qu'à l'échelle régionale, les différentes pesanteurs empêchent ou freinent la marche des projets intégrateurs, le traité ivoiro-burkinabé apparaît comme un bon exemple consistant à aborder la question de l'intégration par un autre bout, celui des ententes bilatérales pour aboutir aux accords régionaux, ce qui constituerait un bon terreau pour les actions à grande échelle. Ainsi, les petites barrières pourraient tomber du fait des avantages comparatifs communs ou conjoints liés aux dotations factorielles naturelles, historiques et économiques. C'est exactement le modèle que propose l'accord entre les deux pays en s'engageant dans une vision commune sur les plans économiques, social et culturel. La Côte d'Ivoire et le Burkina peuvent compter sur des liens forts entre les deux peuples. Un véritable avantage quand on met en évidence l'option de la CEDEAO de passer d'une organisation des nations à une CEDEAO des peuples. En définitive, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est un élément considérable du puzzle de l'intégration régionale ouest-africaine. Une autre coopération en voie de renforcement entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Des experts ivoiriens et nigériens ont réfléchi à un partenariat entre les deux pays pendant 2 jours à Abuja au Nigeria. Ce partenariat concerne entre autres les domaines des hydrocarbures, l'éducation, les mines, l'énergie et l'agriculture. Lassine Fofana à Abuja. C'est dans tous les domaines que la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont décidé de renforcer leur coopération, conscients des avantages que chaque partie tirera de cela. Les travaux d'Abuja vont évaluer les relations déjà existantes. Ils vont promouvoir et intensifier les questions d'intérêt commun. Les experts des deux pays y travaillent. Il s'agit de mettre en place les bases juridiques de la coopération qui elle-même existe déjà par les échanges d'informations, par l'appui aux différentes enquêtes qui, au plan de la sécurité qui se mènent de part et d'autre dans les deux pays. Nous avons beaucoup de difficultés, en tout cas nos opérateurs rencontrent beaucoup de difficultés au moment de l'exportation de leurs produits sur le sol nigérien. Donc la proposition d'accord que nous avons faite tend à lever ces entraves-là. On sait très bien que les États de la CEDEAO ne sont reliés par aucune autoroute régionale à grande vitesse. Donc l'autoroute Abidjan-Lagos sera la première partie justement de l'autoroute Dakar-Lagos qui permettra de relier toutes les capitales économiques ou politiques de la CEDEAO, sachant qu'à partir d'Abidjan, il y aura également une autre autoroute qui est déjà connue, qui a démarré, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, qui permettra donc aux pays de l'Interland de pouvoir accéder au port. On peut s'apporter mutuellement et les débats nous ont montré, en matière de santé par exemple, aujourd'hui, nous pensons qu'avec ce qui est fait en Côte d'Ivoire,
tant au niveau de la lutte contre le VIH-Sida que des avancées que nous avons pu obtenir en matière de greffe rénale, vous le savez, d'hémodialyse. C'est autant d'éléments que nous pouvons partager avec le Nigeria. De part et d'autre, le renforcement des capacités est ressorti. Le renforcement des capacités en termes de transformation, en termes de transfert de technologie également. Et concernant tous ces produits, le ministère de l'Environnement, qui est transversal, s'intéresse à tout ce qui est étude d'impact environnemental. À l'issue des travaux, la grande commission mixte se réunira une fois par an. Les engagements pris seront sanctionnés par la signature du document final par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Dunka à Abuja depuis ce mercredi. Et le vice-président nigérian Mohamed Namadi Sambo, avec l'assurance que le terrain aura été déblayé de toutes les difficultés susceptibles d'endiguer l'exécution de ce qui a été prévu. Et comme vous l'avez entendu, la conclusion des travaux se fera demain par le chef du gouvernement ivoirien et le vice-président nigérien. Plusieurs accords ont été signés aujourd'hui entre l'État ivoirien et les partenaires au projet d'extension du bloc Côte d'Ivoire 27. Ces accords devraient permettre à long terme d'accroître la production de l'électricité dans le pays par l'utilisation du gaz. Jean-Jacques Kwame. Selon le ministre de l'Énergie et du Pétrole, 70% de l'électricité est produite à base de gaz naturel, un gaz fourni par le groupe international Foxtrot. Donc quand vous vous rapprochez les deux chiffres, 70% de la production nationale de gaz, 70% de l'électricité produite par le gaz, vous pouvez mesurer l'importance des signatures qui viennent d'intervenir ce matin, surtout que ça permettra au groupe Foxtrot de déployer son programme d'investissement de plus d'1 milliard de dollars. Foxtrot continue avec un programme d'investissement très lourd pour lequel, grâce à ces accords signés ce matin, on pourra continuer avec beaucoup de sérénité. C'est pour assurer cette production de l'énergie que l'État de Côte d'Ivoire a signé ce jeudi au plateau 6 accords avec la Banque mondiale, Citibank et le groupe Foxtrot International. Des accords qui vise la production de l'électricité en abondance et bon marché. La population gagne la possibilité pour les entreprises donc de fonctionner dans des conditions de sécurité énergétique. Donc c'est de l'emploi et puis c'est en abondance donc de moindres coûts. Aujourd'hui, c'est une signature assez importante. Les montants en jeu sont importants et donc il permettra d'assurer la sécurité énergétique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de respecter nos engagements avec les pays de la sous-région à qui la Côte d'Ivoire vend de l'électricité. La Banque mondiale qui garantit les risques de ce projet à hauteur de 60 milliards de francs CFA a apporté son soutien à l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de sécurité énergétique. À la suite des rumeurs faisant état de la non-validité de la pièce de 250 francs CFA dans les transactions effectuées par les opérateurs économiques, la Direction nationale de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire tient à rassurer les populations qu'il n'en est rien. En effet, la pièce de 250 francs CFA mise en circulation en 1992 a toujours cours légal et pouvoir libératoire illimité sur l'ensemble des 8 États membres de l'Union monétaire ouest africaine. À cet égard, elle demeure valable dans les échanges et paiements entre agents économiques. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest saisit cette occasion pour rappeler au public que toute pièce de monnaie de son émission mutilée ou devenue lisse par l'usage peut faire l'objet de reprises au guichet de ces agences. Des responsables du ministère de l'Éducation nationale réfléchissent sur la lutte contre le VIH-Sida en milieu scolaire. Ils ont fait le point des activités menées au cours de l'année précédente avec le soutien du gouvernement américain. Des moyens vont être trouvés pour lutter efficacement contre la pandémie en milieu scolaire. Alvorassa. Ce sont au total 29 directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui ont été conviés à cette réunion.
Une première du genre à l'éducation nationale, signe de l'engagement de ces gestionnaires de l'école dans la réponse du secteur éducation-formation dans la riposte contre le VIH-Sida. Il est important que nous puissions ensemble nous retrouver à la fin de l'année et aussi à l'orée de l'année 2013-2014 pour que nous puissions voir comment implémenter, comment exécuter les activités de lutte contre le VIH-Sida pour être plus efficaces et plus efficients. C'est avec l'intégration et la formation des enseignants, les inspecteurs, les encadreurs, c'est une bonne initiative nationale. Il y avait les 1000 des élèves et les 1000 des enseignants déjà formés. Et je pense que c'est une bonne démarche. Il y a le travail encore, il y a plus de faire parce que les jeunes, c'est sûr, ils doivent bien comprendre le VIH et le risque et pensent de leur avenir et le meilleur choix qu'ils peuvent faire pour leur vie. Précisons que dans l'organisation nationale de la lutte contre cette pandémie, chaque ministère technique est invité à prendre une part active à travers le développement d'approches spécifiques de prévention et de soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida au bénéfice de sa population. Et c'est ce que fait le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le jeune Dambélé, cet enfant dont les intestins étaient à l'extérieur du ventre, est hors de danger. Il vient de subir une intervention chirurgicale réussie. De bonne volonté ont aidé à cette intervention. Il a reçu la visite de Raymond Goudou-Kofi, la ministre de la Santé. Francis Boifo nous en parle. Mamie Dominique Ouattara et Papi Alassane m'ont dit de venir te voir pour savoir si ça va bien. Et le sourire du petit Dambélé Abi Dadaï, recevant le soutien du couple présidentiel et du gouvernement. Nous avons vu à la télévision cet enfant avec tous les intestins à l'extérieur. C'était assez éprouvant. Nous avons demandé aussitôt que nos services le prennent en charge. Le président de la République a été également très sensible à ces images fortes qu'il a vues à la télévision. Et le lendemain, il nous a même instruit de prendre cet enfant en charge, mais nous avons dit que nous avons réagi. Interné dans une clinique de la place à Trècheville, cet enfant de 11 ans a été opéré le samedi dernier. Nous avons réparé les éventrations. Il va très bien. On n'attend plus qu'il fasse les selles normalement et ça va arriver dans les jours, peut-être même aujourd'hui ou demain. L'opération réussie, Dambélé Abi Dadaï devra attendre 2 semaines pour rejoindre Abobo où il réside et s'amuser désormais avec ses camarades qui le stigmatisaient parce que malade. En 2000, 26 femmes sur 100 étaient atteintes du cancer du col de l'utérus. Depuis, 6 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Aujourd'hui, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers le programme national de lutte contre le cancer, préconise la prévention pour lutter contre la maladie. Fatou Poufana. Chaque année, 6 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés, avec 80% de décès en raison du diagnostic tardif. Prévenir plutôt que guérir, c'est la bataille que la Côte d'Ivoire a décidé de lancer contre le cancer du col de l'utérus. Comment prévenir la maladie et quelles sont les actions déjà menées pour y parvenir? Au niveau de la prévention primaire, c'est surtout la vaccination des fillettes de 9 à 13 ans. Et au niveau de la prévention secondaire, c'est le dépistage pour rechercher des lésions précancéreuses qui ne sont pas encore des lésions de cancer, mais si ces lésions ne sont pas découvertes tôt, peuvent évoluer dans 10 à 20 ans vers un cancer du col de l'utérus. Les principales concernées sont-elles informées de ces moyens de prévention et de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus? On sait que c'est une maladie qui est vraiment grave et dangereuse, donc comment on peut faire pour éviter? Là, je ne sais pas. Rendre la prévention plus efficace et plus accessible aux populations. Pour y parvenir, les acteurs du système sanitaire, les spécialistes du cancer du col de l'utérus et les partenaires internationaux sont réunis pendant 3 jours. Ils vont valider et rendre immédiatement disponible un manuel national de normes et directives pour la prévention du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. En matière de prévention, l'espoir reste permis. Une nouvelle méthode simple et peu coûteuse existe désormais. Elle est basée sur l'inspection visuelle, l'usage de vinaigre et peut se faire dans tous les centres de santé.
Deuxième titre de ce journal, plus de 800 cadres de l'éducation vont combler le déficit en personnel éducatif dès la prochaine rentrée scolaire. Ces nouveaux cadres sont issus de la 49e promotion de l'ENS École normale supérieure. La promotion baptisée du nom du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a fait sa sortie ce mercredi. Broléon. 871 nouveaux professionnels de l'éducation, professeurs, inspecteurs, conseillers et éducateurs forment la 49e promotion de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS, baptisée Soro Kibapori Guillaume, du nom du président de l'Assemblée nationale. Ces futurs fonctionnaires s'engagent à servir l'État avec loyauté, dévouement et fidélité, trois vertus qui caractérisent selon eux Guillaume Soro, leur modèle. Pour le directeur de l'ENS, il constitue les premiers produits d'une formation sur la base du départ nouveau, marqué par le retour à l'ENS de la note éliminatoire 9,99 sur 20. Ce sont les meilleurs qui sortent et ceux qui redoublent, s'ils ne sont pas capables de franchir l'étape, ceux-là, ils sont renvoyés. En plus de cela, ceux qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont eu? Après la partie théorique, ils sont allés déjà faire le terrain. Représentant le président de l'Assemblée nationale, parrain de la promotion sortante, le président de la commission électorale indépendante a prodigué des conseils aux filleuls de Guillaume Soro. Armez-vous de courage, car vous en aurez besoin pour affronter les nombreux défis de la vie professionnelle. Je vous exhorte à rompre avec des pratiques peu recommandables, comme la corruption, la paresse et le favoritisme qui sont sur le chemin du développement de toute carrière d'enseignant et éducateur. La promotion Guillaume Soro sort après 2 années de formation à l'issue du concours d'entrée à l'ENS, session 2010, repris en 2011. Ces 871 diplômés ont donc reçu des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale les félicitations du gouvernement. Le ministère du Plan et du Développement a présenté hier les résultats de mise en œuvre du PND 2012-2015 au titre de l'année 2012 aux partenaires au développement. Ces résultats sont encourageants dans l'ensemble, mais des propositions ont été faites par les responsables et représentants des institutions pour consolider les acquis et améliorer les points négatifs. C'est un rapport positif des activités menées dans le cadre du PND, Plan national de développement, que le ministère du Plan et du Développement a présenté ce mardi aux partenaires au développement. Ce rapport contient les résultats des activités réalisées depuis le 28 mars 2012, date d'adoption du PND. Au niveau du secteur de l'éducation, nous avons pu recruter 5 000 enseignants. Et puis, nous avons pu construire 3360 salles de classe contre 1500 de prévus. Il faut y ajouter, entre autres, la réhabilitation de 6 préfectures de police sur les 12 prévues, la création de bataillons de sécurité du sud-ouest et du nord, avec pour sièges respectifs San Pedro et Odiéné. Ces résultats sont encourageants, même si beaucoup reste à améliorer selon les partenaires. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui est positif. C'est donc une marche en avant. Le plan national de développement est réellement notre feuille de route. Il indique aux partenaires ce que la Côte d'Ivoire souhaite atteindre. Et donc nous nous inscrivons totalement dans ce plan. Un an après sa mise en œuvre, les négociations continuent toujours avec les bailleurs de fonds pour le décaissement des promesses faites à Paris en décembre dernier. Quand des partenaires, des bailleurs font des annonces, cela rentre dans tout un mécanisme, un processus d'échange, de négociation. C'est ce processus que nous sommes en train de conduire. Évidemment, il y a des conditionnalités qui s'imposent à nous. En général, ça demande au moins 2 ans avant que les choses ne se mettent en place. Mais comme le président de la République a donné des orientations précises et que le gouvernement au travail, nous sommes en train de conclure avec la plupart des partenaires. En initiant le PND 2012-2015, l'État recherchait plus de 11 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement a donc décidé de mettre l'accent sur l'investissement pour mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de la croissance. Le 8 août, le comité de pilotage du PND se réunira pour examiner ce rapport.
Mais l'une des conditions à remplir pour la réussite de ce programme reste la paix et la cohésion sociale. La Procassi, Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, a initié une tournée pour comprendre les facteurs de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Le président de l'association souligne que le racket a considérablement diminué sur les routes et ne saurait justifier la flambée des prix des denrées alimentaires. Emmanuel. Le racket sur les routes serait-il la cause principale de la cherté sur les marchés? La Procassi, l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, répond par la négation. Soumaoro Ben Fali souligne qu'après une tournée qu'il a initiée en marge de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, il a pu faire le constat suivant. Un camion de 35 bœufs qui quittait de la frontière Burkina ou bien le Mali pour arriver à Abidjan en 2010 dépensait 950 000 francs dans les faux frais. En 2013, ce même camion de 35 bœufs dépense 75 000 francs dans les faux frais. Un camion d'igname, en 2010, payait 150 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à moins de 20 000 francs dans les faux frais. Un camion de choux, tomates, oignons, piments, haricots, pommes de terre, arachides, payaient 450 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à 200 000 francs. Un camion de charbon de la zone de la production à Abidjan, 2010, payait 800 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à moins de 50 000 francs. Après cette démonstration, le président de la Procassi affirme donc que les raquettes ne sauraient justifier la hausse des prix. Sur le terrain, les commerçants, eux, précisent que le prix des denrées alimentaires est relatif à la disponibilité des produits selon les saisons. Gnagna, là, le tas à 100 francs. Parce qu'actuellement, ce n'est pas période de gnagna. Actuellement, c'est cher. Donc, le tas, là, je vends ça à 100 francs, plus que je paye le tas à 500. Les marchandises, il y a les périodes. Par exemple, les vacances comme ça, il n'y a pas de bananes, il n'y a pas de condiments, tout un peu cher. Il pleut, mais il n'y a pas de marchandises. Nous qui avons les enfants, les petits-enfants, tout ça, là, vraiment, c'est pas facile. Mais on va faire comment? Quant aux produits manufacturés, le lait, le sucre, l'huile, le riz et la farine, ils restent toujours hors de portée des consommateurs selon la Procassi. Soumaoro Ben Fali invite le ministre du Commerce et de la Promotion des PME à faire des propositions concrètes en vue de soulager les ménages. La fin de la période du Ramadan est marquée par la nuit du destin, nuit qui a vu la première révélation du Coran. Elle sera commémorée en Côte d'Ivoire le samedi prochain. Cette année, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire a décidé de mettre l'accent sur la promotion des valeurs morales et spirituelles. Fatou Poufana. La nuit du destin, nuit de révélation du Saint-Coran, a plus de mérite que 1000 mois d'adoration pour le fidèle musulman. Cette nuit de la destinée, ou encore nuit de Qadr, se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Elle est également célébrée dans la 27e nuit du mois saint de l'Islam. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire annonce la célébration officielle de cette importante date du calendrier islamique dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août à la grande mosquée de la Riviera Golf. La nuit du Qadr, selon le Saint-Coran, est une nuit de paix, est une nuit d'adoration. Le mois béni du Ramadan, une école de promotion des valeurs spirituelles et morales. Il s'agira donc de traiter de ces thèmes de morale et de mœurs afin que, Inch'Allah, notre société puisse se redresser. Au programme de cette nuit du destin, prêche, lecture du Saint-Coran, zikr, invocation et adoration du coucher du soleil à l'aube. La partie officielle, elle, prend fin à minuit pour permettre à chacun de terminer la nuit dans sa mosquée habituelle. C'est l'occasion pour les imams de Côte d'Ivoire d'appeler à la paix, à l'entente et à la bonne cohabitation. Et les musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan en multipliant les actes et actions de générosité et de solidarité. Cela se passe dans un quartier de Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Une équipe de RTI Boaké a rompu le jeûne dans une famille. Baker Kwadokwame. Le Ramadan
Quatrième pilier de l'islam rime avec prière, solidarité et partage. Au domicile des Sanogo au quartier Maroc, corridor nord, le partage est une institution au cours de ce mois de grande spiritualité. Dieu demande qu'on coupe carême ensemble. Si tu es le moyen, il faut inviter beaucoup d'hommes dans le mois de carême, vous coupez carême ensemble. Donc c'est une bonne chose sur l'islam. Il est 18h40. L'heure de la rupture du jeûne a sonné. Ils sont là, les jeunes, les parents, les amis et les co-religionnaires. Le repas aussi. Quelques gorgées d'eau pour étancher sa soif et marquer le début de la rupture du jeûne. Le service commence. Le maître des lieux est lui-même à la tâche pour s'assurer que tout le monde est servi et bien servi, car celui qui sert est le plus grand. L'exemple est édifiant et les jeunes sont tout simplement satisfaits. C'est le grand frère, chaque mois de carême, chaque soir que Dieu fait, s'il est là seulement, là c'est comme ça. Le ramadan, c'est également la nuit du destin, période dans laquelle il faut entrer dans la foi et aussi préparer déjà. Le mois de ramadan, c'est un mois sacré, plus précisément la nuit du destin. Je demande à tous les musulmans de faire un effort dans ce mois sacré. Un effort pour partager, un effort pour prier, pour veiller, faire la lecture du Coran, faire beaucoup de sacrifices pour notre avenir à nous-mêmes et plus précisément pour le pays où nous vivons, en Côte d'Ivoire. Après la prière de la rupture du jeûne et une bénédiction finale, les convives prennent congé de la famille Sanogo pour se donner rendez-vous certainement demain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. À demain.